Didier Eppelbaum, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes historien et vous publiez Des hommes vraiment ordinaires, point d'interrogation, les bourreaux génocidaires. Dans ce livre, vous vous appuyez sur 4 génocides reconnus. Alors, le génocide des Juifs par les nazis, des Khmers rouges, les Turcs contre les Arméniens et enfin les Hutus contre les Tutsis. Didier Eppelbaum, d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler simplement ce qu'est un génocide? Est-ce qu'il y a un ou deux critères? Quelles sont les caractéristiques d'un génocide? C'est le massacre planifié, la planification est très importante, d'une population définie par son identité, sous tous ses âges, hommes, femmes, enfants, vieillards, etc. Et qui aboutit à une extermination qui est celle d'un ennemi, d'une population définie comme un ennemi. D'accord. Alors, on pensait que Daesh, par exemple, a entrepris des exterminations systématiques. Est-ce que ce qui se passe chez les terroristes de Daesh, est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce que ça s'apparente à un génocide par moment? Alors, il y a des similitudes, mais il y a quand même quelque chose de très inédit chez Daesh, c'est que ce sont des gens qui revendiquent l'identité du bourreau. Et un bourreau créatif, parce qu'ils nous montrent des vidéos où ils sont à la fois, ils égorgent, ils décapitent, ils brûlent, ils noient, ils explosent, et ça c'est tout à fait inédit. Alors, et ils en sont fiers, ils ne s'en cachent pas, alors que dans les génocides dont vous parlez, les nazis par exemple essayaient de dissimuler à la face du monde. ah bah oui, les Himmler camps de disait concentration. c'est une page de l'histoire qui ne sera jamais écrite. Ouais. Or là, manifestement, il y a deux buts. Il y a le but d'intimider, de terrifier l'ennemi, et également de dire aux recrues potentielles, voilà qui nous sommes. Et les recrues potentielles, elles savent exactement où elles mettent les pieds. Les recrues potentielles, voilà, tout votre livre est cette question, est-ce qu'un homme ordinaire, est-ce que tout un chacun, est-ce que vous et moi, sous certaines circonstances, nous pourrions devenir des génocidaires, des bourreaux? Alors, oui, c'est une théorie qui circule beaucoup ces derniers temps, à la fois dans la littérature, dans l'histoire, dans le cinéma, partout. Et moi, je m'y suis heurté plusieurs fois, et j'ai trouvé ça quand même un peu dur à avaler, parce que ça veut dire, si n'importe qui, si un homme ordinaire peut devenir un bourreau dans des circonstances extraordinaires, ça veut dire que vous et moi, pris dans ces circonstances, on peut devenir des bourreaux. Donc, j'ai quand même voulu vérifier de quelle manière les recruteurs de bourreaux s'y prenaient. Est-ce qu'ils prennent n'importe qui et ils fabriquent un bourreau à partir du tout venant, ou bien est-ce qu'ils ont des critères de sélection? Or, il s'avère qu'ils ont des critères de sélection. Alors quels sont-ils ces critères? Alors, Dites par exemple, être illettré, ça c'est déjà un bon point, c'est un bon potentiel pour être un bon bourreau. D'abord, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que pour exterminer une population civile complètement vulnérable, il faut très peu de gens. On n'a pas besoin de masse énorme de bourreaux pour exterminer des populations par centaines de milliers. Prenez l'exemple du projet T4 des nazis, c'était l'extermination des débiles mentaux et des infirmes. Ils ont tué au moins 70 000 personnes et ils avaient besoin pour ça de quelques centaines de bourreaux. Alors il faut bien se rendre compte des proportions. D'accord. Maintenant, alors cette centaine de bourreaux, comment on la recrute? Quels sont les... Le premier critère des recruteurs, c'est le volontariat. Ils veulent des volontaires. Des volontaires qui vont entrer dans leur système, qui veulent entrer dans leur système. Pourquoi des volontaires? Parce qu'ils s'assurent d'une adhésion idéologique. Quand je dis idéologique, je le mets entre parenthèses, parce que ce n'est pas une idéologie comme toutes les idéologies. Ça n'est pas le national-socialisme et le socialisme, ce sont deux choses différentes. Leur idéologie, c'est un margouillis de croyances, de peur, de terreur, d'obsession, de choses modernes également, de projets politiques, mais quelque chose qui marine pendant les années, pendant des dizaines d'années, et qui produit ce mélange explosif qu'est ce qu'Hitler appelait l'idée, et où l'un des projets centraux, c'est d'exterminer une population jugée comme un ennemi vital. Avec des idées simples. Alors, le juif va être de la vermine, voilà. le tutsi va être... C'est un cafard. Un cafard. Voilà, alors c'est des slogans qu'un adolescent illettré peut comprendre. Ouais. Alors, vous dites, c'est ça. Et les enfants, malheureusement. Alors, ça, c'est un des points communs entre Daesh et d'autres génocides, comme par exemple les Khmers rouges,
c'est la mobilisation des enfants et des adolescents. C'était chez les Khmers rouges, c'était à partir de la théorie de Mao qui disait un enfant c'est une page blanche. Sur une page blanche, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Alors effectivement, ils mobilisaient des enfants. Daesh mobilise des enfants et très obéissants, ils allaient dans des villages. Vous racontez les Khmers rouges et ils repéraient les 2 enfants qui n'étaient pas bons à l'école. Hein, on les prenait plutôt bêtes. Et ils étaient très obéissants et très cruels. Voilà. On parlait de la cruauté. Il faut être capable, c'est l'une des caractéristiques, un bon bourreau doit même se satisfaire, jouir de la cruauté. Et tout le monde n'en est pas capable. Vous le racontez, ça. Oui, c'est un des éléments clés. Oui, ça fait partie de leur formation. Ça faisait partie de la formation des nazis. Ça faisait partie de la formation des enfants khmers. On endurcit les gens pour qu'ils... Voilà, on disait c'est une école de la cruauté. Pour être capable, effectivement, d'assassiner des gens à la chaîne. Autre caractéristique, le viol. Chez les Hutus, contre les Tutsis, le viol était même... On violait sur ordre. Oui. Alors pourquoi le viol cette caractéristique est-il commun à tous ces génocides? Alors, le viol, apparemment, fait partie de l'opération de destruction totale. C'est une étape vers la destruction totale. Ça existait chez les Ottomans, chez les Turcs, qui ont violé systématiquement les femmes chrétiennes, les femmes arméniennes, par centaines de milliers. Il y a énormément de témoignages là-dessus. C'était un peu moins vrai des nazis qui ne donnaient pas l'ordre de violer, mais qui le toléraient. C'était très vrai des Khmers et c'était très vrai des Tutsis également. L'ordre était on violait les femmes parce que bon, c'était un bonus, disons, pour les bourreaux. Et de toute façon, ces femmes étaient destinées à mourir. Donc. Alors, au rayon cruauté, on a vu ces photos épouvantables qui ont été ramenées de Syrie par l'un des membres du gouvernement de Bachar el-Assad, qui montre, du coup, la France a ouvert une enquête pénale pour crimes de guerre contre le régime de Bachar el-Assad. Laurent Fabius parle de cruauté systématique. Est-ce que le gouvernement de Bachar el-Assad, là aussi, par la cruauté, apparemment caractéristique du pouvoir, peut s'apparenter à un génocide? Non, pour l'instant, on n'est pas dans le schéma du génocide. Ouais. On est dans le schéma d'un régime politique extrêmement dur qui assassine sans sourciller tous ses opposants. Mais ses opposants, il n'y a pas de destruction systématique de population sous tous les âges et sous tous les genres. Là, on est dans disons, une étape préliminaire. En revanche, chez Daesh, il y a ce qu'on pourrait appeler une pente génocidaire. Parce qu'il y a eu notamment contre les Yézidis, qui sont un groupe kurde, qui observe une religion particulière, un peu comme les Druzes également dans cette région, et qui, eux, sont massacrés systématiquement en raison de leur identité. Les chrétiens d'Orient également, on a des exemples qui sont à peu près avérés, mais il faut toujours se méfier, bien sûr, les informations sont toutes sujettes à caution, des enfants qui ont été décapités, des enfants chrétiens. Donc là, on est vraiment sur une pente génocidaire. Est-ce que chez ces bourreaux, il peut y avoir un moment, un sursaut d'humanité qui font que non, ils disent mais c'est épouvantable ce que je fais, et hop, je me rebelle, quoi. Je dis stop. C'est très rare parce que même lorsqu'ils ont perdu, et on a vu ça chez les nazis, on a vu ça chez les Turcs ottomans, il n'y a aucun regret. Il n'y a aucun regret. La seule chose qu'ils regrettent, c'est d'avoir perdu. Et un bourreau qui change de camp très vite, vous le racontez chez les Khmers rouges, il va devenir une victime. Alors, oui, le bourreau qui faiblit chez les Khmers rouges, automatiquement, est un traître. Ouais. Et il est supprimé. Voilà. Il passe de l'autre côté de la porte de la cellule. Et elle est très étroite, cette porte. Ah, elle est très fine, oui. Merci beaucoup, Didier Eppelbaum. Donc, je rappelle votre livre passionnant, effrayant, hein, des hommes vraiment ordinaires. Les bourreaux génocidaires, c'est chez Stock. Merci. Merci. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air. La sécurité sociale fête ses 70 ans, mais elle est aujourd'hui minée, on le sait, par les déficits. Notre sécurité sociale est-elle malade de ses abus? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Quel avenir pour la Sécu?